20 projets surgissent en même temps dans un pays souvent classé parmi les plus pauvres. Sur le papier, c'est de l'infrastructure. Dans les faits, c'est une tentative de casser un vieux cycle de dépendance en reliant routes, énergie, industrie et agriculture. Sous Ibrahim Traoré, l'addition paraît paradoxale. Nationaliser plus de 200 stations, investir plus de 104 milliards de FCFA et bâtir des corridors qui raccourcissent les trajets. Si cette mécanique tient, la carte du pouvoir au Sahel peut changer plus vite qu'on ne l'imagine. Cette partie promet une chose claire, comprendre ce qui est réellement en jeu, au-delà des annonces. L'enjeu central tient en 10 mots, garder la valeur au pays, réduire la vulnérabilité externe. Ici, il ne s'agit ni d'éloge, ni de condamnation, mais d'examiner un pari d'État mené sous contraintes budgétaires et sécuritaires. Le récit suivra une logique simple. D'abord les pressions qui ont forcé la décision, puis la manière dont les projets s'imbriquent, enfin les effets concrets observables. Ce cadre est nécessaire pour éviter 2 erreurs fréquentes. La première consiste à lire chaque chantier isolément, comme une route de plus ou une usine de plus. La seconde réduit l'ensemble à un geste symbolique, sans regarder les mécanismes de financement, de main-d'œuvre et de coordination. En posant les règles du jeu dès maintenant, on peut mesurer les gains potentiels, mais aussi les risques opérationnels et politiques. C'est l'idée directrice de ce qui vient ensuite. Dès les premiers mois, plus de 20 chantiers stratégiques ont été lancés simultanément, un rythme rarement observé dans un pays au budget contraint. Ce chiffre, combiné à plus de 104 milliards de FCFA, orientés vers l'agriculture et la modernisation rurale, constitue la mini-révélation du moment. Pour comprendre pourquoi ce choix a surpris, il faut revenir au point de départ. Avant cette séquence, l'économie fonctionnait dans un équilibre fragile mais persistant. Les routes se dégradaient plus vite que les capacités de réparation. Les villes s'étendaient sans réseau adapté. Les zones rurales dépendaient presque entièrement de cycles climatiques instables. Dans le même temps, carburant, céréales et biens essentiels étaient importés, provoquant une sortie continue de devises. Lorsque Ibrahim Traoré arrive au pouvoir, l'État n'est pas en ruine. Il fonctionne, mais au strict minimum. Les services publics existent encore, cependant la structure qui les soutient est affaiblie par des décennies de dépendance au financement extérieur et à des programmes fragmentés. La faiblesse n'est donc pas seulement la pauvreté, mais la dispersion. Les routes ne relient pas les pôles de croissance. L'énergie reste largement contrôlée par des opérateurs étrangers. L'industrie locale est sous-utilisée ou abandonnée. C'est ici que le basculement s'opère. Plutôt que d'attendre de nouveaux crédits ou des investisseurs externes pour définir les priorités, le gouvernement choisit de rompre avec le tempo habituel. La logique n'est plus séquentielle mais systémique. Chaque projet est pensé comme une pièce d'un ensemble plus large, capable de renforcer le suivant. Cette approche transforme la question centrale. Il ne s'agit plus de savoir si le Burkina Faso peut construire une route ou relancer une usine. La vraie interrogation devient la suivante. Un pays aux marges financières étroites peut-il recabler plusieurs secteurs à la fois sans perdre le contrôle de l'ensemble? C'est cette tension qui structure la suite du récit. Pour suivre cette transformation, sans se perdre dans l'abstraction, il faut un point d'ancrage humain. Ce rôle est tenu par les travailleurs mobilisés sur les premiers chantiers urbains, visibles bien avant les grandes infrastructures nationales. Nettoyage des réseaux de drainage, réhabilitation de quartiers, consolidation de voiries secondaires. Ces actions paraissent modestes, mais elles produisent des effets immédiats. Dans plusieurs villes, la stabilisation de l'espace urbain modifie rapidement le quotidien. Les marchés deviennent plus accessibles. La circulation est plus prévisible. Les interruptions liées aux inondations ou à l'effondrement des chaussées diminuent. Ces changements ne relèvent pas encore de la macroéconomie, mais ils créent une condition essentielle, la confiance opérationnelle. Un État qui répare et entretient gagne du crédit, surtout lorsque les travaux sont visibles et continus. Ces chantiers jouent aussi un second rôle moins apparent. Ils servent de terrain de formation. La main-d'œuvre locale acquiert des compétences
transférable vers des projets plus lourds, industriels ou agricoles. Ce capital humain devient une ressource stratégique mobilisable à mesure que l'échelle de la reconstruction augmente. Dans ce contexte, Ibrahim Traoré n'apparaît pas seulement comme un décideur central, mais comme le symbole d'un changement de méthode. L'accent est mis sur l'exécution rapide et la présence sur le terrain, plutôt que sur des annonces lointaines. Ce style renforce l'idée que les projets ne sont pas conçus pour des effets d'image, mais pour enclencher une dynamique cumulative. L'impact précoce est donc double, amélioration concrète du cadre de vie et préparation silencieuse des étapes suivantes. C'est ici que le pourquoi maintenant commence à prendre forme. Le basculement commence par une rupture de séquence. Avant, les projets avançaient l'un après l'autre, souvent conditionnés par des financements extérieurs. Après, plusieurs chantiers sont activés en même temps, malgré un espace budgétaire limité. Ce passage du plus tard au maintenant marque le premier tournant. L'activation s'opère sur 3 fronts synchronisés. D'abord, les corridors de transport. La modernisation des axes reliant Ouagadougou aux pôles industriels et agricoles vise à réduire les temps de trajet et les coûts logistiques. Chaque kilomètre réhabilité n'est pas seulement une amélioration technique, mais un signal envoyé aux producteurs locaux. Les marchés deviennent atteignables. Ensuite, l'énergie, la reprise en main de la distribution de carburant et l'accélération des projets solaires créent une base plus prévisible pour l'activité économique. Enfin, l'agriculture et l'agro-industrie. Les investissements dans l'irrigation, la mécanisation et la transformation locale visent à stabiliser la production et à conserver davantage de valeur sur le territoire. La montée en puissance se lie dans la façon dont ces chantiers s'alimentent mutuellement. Les routes facilitent l'acheminement des intrants agricoles. L'énergie soutient la remise en marche d'usines auparavant sous-utilisées. Les activités industrielles génèrent des emplois qui renforcent la demande urbaine. Ce n'est pas une progression linéaire, mais une montée par palier où chaque avancée réduit la fragilité de la suivante. Sous Ibrahim Traoré, cette phase intermédiaire est assumée comme risquée. Les grands projets peuvent dépasser les budgets. Les relances industrielles peuvent ralentir faute de marché stable. Les transitions énergétiques exigent une gestion rigoureuse. Pourtant, l'alternative apparaît plus coûteuse encore. Maintenir un modèle fondé sur l'importation et la dépendance, exposé aux chocs extérieurs. Les répercussions commencent alors à se manifester. Dans les zones urbaines, l'activité liée au chantier absorbe une partie de la main-d'œuvre jeune. Dans les régions rurales, l'irrigation et l'accès amélioré aux routes modifient les perspectives de production sur l'année entière. Du côté de l'État, la concentration des ressources sur des structures durables remplace la dispersion dans des programmes à court terme. Cette séquence n'est pas exempte de tensions. La pression sur les finances publiques s'accentue. Les attentes de la population augmentent plus vite que les résultats visibles. Chaque retard est scruté, chaque succès amplifié. C'est le prix d'une stratégie qui mise sur l'élan plutôt que sur la prudence graduelle. À ce stade, la dynamique est enclenchée, mais encore réversible. La question n'est plus de savoir comment les projets ont été lancés, mais s'ils peuvent maintenir leur cohérence dans le temps. C'est ce point précis qui conduit vers l'examen des preuves chiffrées et de leur portée réelle. Au point de départ, l'économie reposait sur un modèle fortement importateur. Aujourd'hui, l'objectif affiché est de retenir une part croissante de la valeur à l'intérieur du pays. Ce passage du baseline au delta constitue la clé de lecture des chiffres disponibles. Le premier indicateur concerne l'agriculture et la modernisation rurale. Plus de 104 milliards de FCFA ont été orientés vers la mécanisation, l'irrigation et le soutien aux filières agricoles. Ce montant ne se lit pas seulement comme une dépense publique, mais comme un levier destiné à transformer une production saisonnière et vulnérable en activité plus régulière. En pratique, cela vise à réduire l'exposition aux chocs climatiques et à stabiliser les revenus ruraux sur l'ensemble de l'année. Le deuxième indicateur touche à l'irrigation à grande échelle. Un projet phare transforme environ 900 hectares de terres agricoles en surface exploitable en continu. L'écart ici est structurel. Avant, la production dépendait presque entièrement des pluies, après une partie du territoire passe à un régime contrôlé. Cette bascule change la planification agricole, la disponibilité des intrants
et la capacité d'alimenter des unités de transformation locale sans interruption prolongée. Le troisième indicateur se situe dans le secteur de l'énergie. La reprise nationale de plus de 200 stations de distribution de carburant modifie la circulation de la valeur dans l'économie. Auparavant, les marges associées à cette activité sortaient largement du pays. Désormais, elles sont réintégrées dans un circuit domestique susceptible de financer l'entretien des infrastructures et de soutenir d'autres projets publics. Ce changement ne garantit pas l'autonomie totale, mais il réduit le nombre de points de dépendance critiques. Pris séparément, ces chiffres peuvent sembler limités face aux besoins globaux du pays. Pris ensemble, ils dessinent un déplacement mesurable. L'agriculture stabilisée alimente l'industrie locale. L'industrie crée une demande énergétique plus prévisible. L'énergie sous contrôle national soutient le transport et la logistique. Chaque delta renforce le suivant, même si l'effet cumulatif reste progressif. Sous Ibrahim Traoré, cette lecture chiffrée sert autant à convaincre qu'à cadrer les attentes. Les données ne promettent pas une transformation instantanée, mais elles montrent une direction. Elles signalent que la stratégie ne repose pas uniquement sur des déclarations politiques, mais sur des choix budgétaires concrets et traçables. Il subsiste toutefois des zones d'incertitude. Les chiffres ne disent rien à eux seuls de la qualité de l'exécution, de la maintenance à long terme ou de la capacité institutionnelle à absorber ces investissements. Ils indiquent un effort réel, non son issue finale. C'est précisément pour cette raison que le débat se déplace maintenant. Après avoir posé les données, il faut examiner les arguments contraires, ceux qui doutent de la soutenabilité et de la cohérence de l'ensemble. C'est ce que nous allons examiner ensuite. La première objection sérieuse porte sur la soutenabilité financière. Lancer de grands projets en parallèle dans un contexte de recettes limitées expose l'État à des tensions budgétaires durables. Selon cette lecture, même si les intentions sont cohérentes, l'accumulation de chantiers peut provoquer des arbitrages défavorables, retard de paiement, maintenance différée ou dépendance renouvelée à des ressources externes pour achever ce qui a été commencé. Le risque n'est pas l'échec ponctuel, mais l'essoufflement progressif. La seconde objection concerne la capacité institutionnelle. Coordonner routes, énergie, industrie et agriculture exigent des administrations solides, capables de planifier, suivre et ajuster en temps réel. Les sceptiques estiment que la simultanéité accroît la complexité au-delà de ce que l'appareil d'État peut absorber sans perte d'efficacité. Dans ce scénario, les projets fonctionnent en silo, la promesse systémique s'érode et les gains attendus se fragmentent. Ces deux arguments sont rationnels et largement observés dans des contextes comparables. La réponse apportée par la trajectoire actuelle repose toutefois sur des éléments vérifiables dans la séquence décrite. D'abord, la logique de regroupement réduit certains coûts plutôt que de les multiplier. Les corridors de transport servent plusieurs secteurs à la fois. L'énergie alimente simultanément l'industrie, la logistique et les villes stabilisées. Cette mutualisation limite la dispersion, à condition que la coordination soit maintenue. Ensuite, la montée en charge progressive de la main-d'œuvre locale répond en partie aux défis institutionnels. Les premiers chantiers urbains et agricoles jouent un rôle d'apprentissage avant les phases plus capitalistiques. Cela ne supprime pas le risque, mais il le déplace d'un saut brutal vers une adaptation par palier. Enfin, sous Ibrahim Traoré, le choix assumé n'est pas d'éliminer l'incertitude, mais de la gérer ouvertement. Les projets sont présentés comme interdépendants, ce qui rend leur retard visible, mais aussi leurs effets croisés mesurables. Cette transparence relative accroît la pression politique, tout en réduisant l'illusion d'un succès facile. La question n'est donc pas de savoir si les critiques ont raison en théorie. Elle est de déterminer si, en pratique, la cohérence du système peut être maintenue assez longtemps pour transformer l'essai. Tout fonctionne comme un seul moteur. Cette phrase marque le point médian du récit. La révélation n'est pas l'ampleur des projets, ni même leur nombre. Elle tient dans leur conception commune. Ce qui semblait au départ être une juxtaposition d'initiatives devient lisible comme un système intégré. Le changement d'angle est décisif. Les routes ne sont plus pensées comme des infrastructures isolées, mais comme des canaux de circulation de valeur.
L'énergie n'est plus seulement une question de capacité, mais de contrôle et de prévisibilité. L'agriculture cesse d'être un secteur vulnérable pour devenir une base de stabilité industrielle. Chaque élément est calibré pour soutenir les autres, même si aucun ne suffit seul. Sous Ibrahim Traoré, cette architecture systémique modifie la lecture politique de l'ensemble. L'État ne cherche pas à impressionner par des symboles dispersés, il cherche à verrouiller des fonctions clés: nourrir, produire, transporter, alimenter. Ce verrouillage réduit progressivement les points de pression externe, sans prétendre à une autonomie totale. Cette révélation change aussi la temporalité du jugement. Le succès ne se mesure pas chantier par chantier, mais dans la capacité du système à rester opérationnel lorsque l'un de ces éléments est sous tension. Une route en retard n'annule pas une usine fonctionnelle. Une centrale sous-performante peut être compensée par une autre source d'énergie. À partir de ce point, la question centrale évolue. Il ne s'agit plus de savoir si le Burkina Faso construit assez vite. Il s'agit de comprendre quelles conséquences concrètes ce moteur intégré produit déjà sur les acteurs du quotidien. Les effets du système commencent à se matérialiser différemment selon les groupes concernés. Pour l'État, les premières conséquences sont institutionnelles et budgétaires. La reprise du contrôle sur des fonctions clés, comme la distribution de carburant ou l'entretien routier financé par des péages, crée des flux internes plus prévisibles. Cela ne supprime pas les contraintes financières, mais cela réduit la dépendance à des arbitrages externes pour maintenir les services essentiels. La capacité de planifier à moyen terme s'en trouve renforcée. Pour les entreprises locales, l'impact se situe sur la réduction de l'incertitude. Des routes plus fiables raccourcissent les délais logistiques. Une énergie plus stable permet de relancer des unités de transformation auparavant marginales. La transformation du coton, des céréales ou du lait sur place conserve une part plus élevée de la valeur ajoutée dans l'économie domestique. Ce mouvement n'implique pas une explosion immédiate de la production, mais il modifie les calculs d'investissement et de risque. Du côté des ménages urbains, les conséquences sont plus diffuses, mais tangibles. Les chantiers absorbent une fraction de la main-d'œuvre jeune, notamment dans la construction, le transport et les services associés. La régularité des activités réduit certaines tensions liées au chômage et à l'informalité. Les améliorations urbaines, même partielles, influencent la perception de la présence de l'État dans l'espace quotidien. La stabilité devient une expérience vécue, non seulement un discours. Dans les zones rurales, l'effet le plus marquant concerne la prévisibilité. L'irrigation et la mécanisation permettent de planifier des cycles de production plus longs et plus sûrs. Les agriculteurs qui peuvent produire au-delà de la saison des pluies accèdent à des marchés plus réguliers. Cette stabilité soutient l'émergence de chaînes locales d'approvisionnement reliant production, transformation et transport. Le revenu agricole cesse d'être entièrement soumis aux aléas climatiques. Sous Ibrahim Traoré, ces conséquences sont présentées comme des signaux plutôt que comme des résultats définitifs. Aucune de ces transformations n'est irréversible. Elles peuvent se renforcer ou s'affaiblir selon la continuité de la coordination et de la maintenance. Mais leur coexistence simultanée est déjà significative. Pris ensemble, ces effets dessinent une redistribution progressive des leviers de pouvoir. L'État gagne en marge de manœuvre. Les entreprises locales gagnent en visibilité. Les citoyens gagnent en prévisibilité. Ce déplacement n'est pas spectaculaire, mais il est cumulatif. C'est précisément ce cumul qui prépare l'examen des trajectoires possibles dans les mois à venir. À ce stade, la trajectoire peut évoluer selon plusieurs chemins plausibles, aucun n'est garanti et aucun n'exige de nouveaux faits pour être envisagé. Il s'agit de scénarios conditionnels, fondés sur la continuité ou la rupture des dynamiques déjà observables. Dans un premier scénario, celui d'une consolidation graduelle, les projets avancent à des rythmes inégaux, mais la coordination générale est maintenue. Dans cette hypothèse, les projets avancent à des rythmes inégaux, mais la coordination générale est maintenue. Certaines routes sont livrées plus vite que prévu, d'autres prennent du retard. Les unités industrielles redémarrées fonctionnent sans atteindre leur pleine capacité, mais restent opérationnelles. L'agriculture irriguée stabilise une partie de la production, sans transformer encore l'ensemble du secteur. Ce scénario
ne produit pas de rupture spectaculaire, mais il renforce progressivement la crédibilité du système intégré. La confiance interne augmente lentement, tout comme la capacité de planification de l'État. Dans un scénario plus optimiste, un effet d'entraînement peut apparaître, lorsque plusieurs éléments clés se renforcent mutuellement plus vite que prévu. Ici, plusieurs éléments clés se renforcent mutuellement plus vite que prévu. La stabilité énergétique soutient une relance industrielle plus soutenue. Les corridors de transport réduisent effectivement les coûts logistiques. Les revenus générés localement améliorent la capacité d'entretien des infrastructures. Dans ce cas, le système commence à produire un surplus de confiance, attirant des partenariats ciblés et des investissements complémentaires. Sous Ibrahim Traoré, cette dynamique renforcerait la légitimité politique du pari initial, tout en élargissant la marge de manœuvre diplomatique. Dans un scénario plus contraint, des tensions et un ralentissement peuvent s'installer si les pressions budgétaires et opérationnelles s'accumulent. Dans cette configuration, les pressions budgétaires et opérationnelles s'accumulent. Des retards de maintenance apparaissent. Certaines infrastructures deviennent opérationnelles sans être pleinement intégrées aux autres secteurs. L'élan initial se fragmente. La perception publique évolue alors plus vite que les résultats, créant un décalage entre attentes et capacité réelle. Le système ne s'effondre pas, mais il perd en cohérence, ce qui réduit ses effets cumulatifs. Ces scénarios ne sont pas des prédictions, ils fonctionnent comme des cadres de lecture. Si la coordination est maintenue, alors la consolidation reste possible. Si l'exécution se fragmente, alors les gains se diluent. L'enjeu pour les mois à venir n'est donc pas d'accélérer partout, mais de préserver les liens entre les pièces déjà en mouvement. À ce niveau du récit, la reconstruction cesse d'être une abstraction nationale pour devenir une expérience différenciée selon les publics. Pour une partie des citoyens urbains, le changement le plus perceptible réside dans la régularité. Des routes praticables, des chantiers visibles et une activité économique plus constante modifient le rapport au temps et à l'incertitude. La vie quotidienne reste contrainte, mais elle devient plus prévisible, ce qui influence les décisions de travail, de déplacement et de consommation. Pour les jeunes actifs ou en recherche d'emploi, l'impact est plus direct. Les projets absorbent de la main-d'œuvre dans la construction, la logistique, l'agrotransformation et les services associés. Il ne s'agit pas d'une solution structurelle au chômage, mais d'une ouverture. L'accès à un revenu, même temporaire, change la relation à l'État et à l'effort collectif. Participer à un chantier national crée un sentiment d'inclusion que les politiques sociales abstraites produisent rarement. Les acteurs économiques intermédiaires, artisans, transporteurs, petits entrepreneurs perçoivent un autre type d'effet. La baisse de certaines frictions logistiques et l'amélioration de l'accès à l'énergie facilitent la projection à court et moyen terme. Investir devient moins risqué lorsque les infrastructures cessent d'être imprévisibles. Cette confiance reste fragile, mais elle constitue une condition nécessaire à toute dynamique entrepreneuriale. Dans les zones rurales, le changement touche surtout la projection dans le futur. Pouvoir planifier une production sur plusieurs saisons transforme la relation aux risques climatiques et au marché. La stabilité n'augmente pas automatiquement les revenus, mais elle redonne un contrôle partiel sur les choix économiques. Ces transformations ne sont ni homogènes ni définitives. Elles restent réversibles. Mais elles expliquent pourquoi la reconstruction est perçue par une partie croissante de la population comme un processus vécu et non comme un simple discours politique. C'est ce lien entre perception et action qui prépare la discussion sur les solutions durables. À ce stade, la question n'est plus celle de l'intention, mais de la tenue dans le temps. La trajectoire de solution qui se dessine repose sur quelques conditions opérationnelles précises, sans lesquelles le système intégré perdrait sa cohérence. La première condition concerne la maintenance. Routes, réseaux énergétiques, installations d'irrigation et unités industrielles exigent un entretien régulier, financé et planifié. Sans ce socle, les gains initiaux s'érodent rapidement. La logique poursuivie consiste donc à lier chaque nouvelle infrastructure à une source de revenus ou à une responsabilité clairement assignée, afin d'éviter l'accumulation d'actifs non soutenables.
La deuxième condition touche à la coordination institutionnelle. Un système interconnecté n'a de valeur que si ses composantes avancent à des rythmes compatibles. Cela implique des mécanismes de suivi transversaux capables d'identifier les goulets d'étranglement avant qu'ils ne bloquent l'ensemble. Ici, la difficulté n'est pas technique, mais organisationnelle. La troisième condition est sociale et politique. Les attentes générées par les projets sont élevées. Si les résultats d'eau tardent ou apparaissent inégalement répartis, la pression publique peut fragiliser l'élan initial. La gestion du tempo devient donc centrale. Livrer assez vite pour maintenir la confiance sans sacrifier la qualité de l'exécution. Sous Ibrahim Traoré, cette trajectoire est présentée comme évolutive plutôt que figée. Les projets ne sont pas décrits comme achevés une fois construits, mais comme des éléments appelés à être ajustés, renforcés ou corrigés. Cette approche reconnaît implicitement que la souveraineté économique ne se décrète pas, elle se stabilise par l'usage et la continuité. Si ces conditions sont respectées, alors les réponses aux questions ouvertes plus tôt deviennent plus claires. La cohérence du système peut survivre au choc. Dans le cas contraire, les gains restent partiels et fragiles. C'est cette ligne de crête qui conduit vers la conclusion du récit. Revenir aux scènes initiales aide à mesurer le chemin parcouru. Les premiers chantiers urbains, modestes en apparence, étaient le signal faible d'un projet plus vaste. Des routes réparées, des quartiers stabilisés, des travailleurs formés sur le tas. Ces images formaient le prélude d'une recomposition plus profonde. Elles montrent que la transformation ne commence pas par des sommets abstraits, mais par des gestes répétables. Au fil des sections, le motif s'est précisé. Relier plutôt qu'isoler. Stabiliser plutôt que compenser. Construire des liens entre agriculture, énergie, industrie et transport afin que chaque avancée protège la suivante. Cette logique donne une cohérence à des projets qui, pris séparément, pourraient sembler insuffisants ou risqués. Sous Ibrahim Traoré, cette approche a produit un déplacement perceptible. Le débat ne porte plus uniquement sur les limites historiques du pays, mais sur sa capacité à organiser ses propres priorités. Même incomplète, cette bascule modifie la manière dont la population, les voisins et les partenaires extérieurs regardent la trajectoire nationale. La phrase qui résume ce moment tient en peu de mots. La dépendance recule quand les systèmes tiennent. Rien n'est figé, les projets peuvent ralentir, se corriger, parfois échouer, mais le cadre mental a changé. Ce rappel émotionnel n'est pas une célébration, c'est un constat. La reconstruction est devenue un processus vécu, inscrit dans le quotidien et non plus une promesse distante. Arrivé à ce point, le récit ne demande pas une adhésion, mais une réflexion partagée. La vague de reconstruction décrite ici n'est ni un modèle clé en main, ni une trajectoire garantie. Elle fonctionne plutôt comme un miroir tendu à d'autres contextes confrontés au même dilemme, dépendance, fragmentation, vulnérabilité externe. Ce qui mérite discussion n'est pas seulement ce qui a été construit, mais la logique choisie. Relier les secteurs, conserver la valeur, réduire les points de pression avant de chercher l'expansion. Ces principes dépassent un pays ou un moment précis. Ils interrogent la manière dont les États à ressources limitées pensent leur marge d'action réelle. Pour les observateurs, les citoyens et les décideurs, la question ouverte reste simple, mais exigeante. Quel levier a, selon vous, le plus de chances de produire un impact durable ? L'énergie, l'agriculture, le transport ou l'industrie locale ? Et surtout, à quelles conditions ce type de stratégie peut-il éviter l'essoufflement ? Ce sont ces échanges qui prolongent l'analyse au-delà du texte. Ils transforment une description en conversation et une trajectoire nationale en matière à comparaison. La suite dépend moins des réponses définitives que de la qualité des questions posées aujourd'hui.